Bonjour, bienvenue. Vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre ce magazine. Les photographes, les reporters, celles et ceux qu'on catapulte sur la planète pour revenir avec des mots et des images. On adore quand ils ou elles nous racontent les coulisses et les anecdotes de leur reportage, évidemment, mais on voudrait aussi en savoir plus sur le parcours, la vie et l'œuvre de ces indispensables abeilles ouvrières de la ruche Géo, freelance pour la plupart. Moi c'est Léa Santacross, et j'ai le plaisir d'être avec le photoreporter Jérémy Suiker. Avec, pas tout à fait, chacun derrière son écran, lui à Marseille, moi à Paris. À 36 ans, ça va faire 10 ans qu'il fait de la photo. Il revient d'Égypte pour Géo. Je vous invite à écouter l'épisode précédent. 10 ans de bougeotte, il le dit lui-même, du Sri Lanka à l'Iran, en passant par l'Inde et la Birmanie. Il appartient au collectif Item et il vit de la photo. Il va nous en dire plus. Bonjour Jérémy. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Jérémy, je le disais, t'as 36 ans, t'es photoreporter depuis une dizaine d'années, plutôt du genre grand baroudeur. Question désormais rituelle de ce nouveau format de retour de terrain. La photo, t'y est venue comment ? J'y suis venu, c'était comme pour beaucoup de choses dans la vie, c'était un peu par accident. Je me voyais pas forcément photographe au départ, je m'étais vraiment envisagé comme journaliste. J'ai d'ailleurs fait une école de journalisme, donc je suis un peu cette double casquette de reporter, rédacteur, photographe, même si aujourd'hui la photographie prend l'essentiel de mon temps de travail. Et c'est donc en fait la photographie c'est venu un peu lors d'un voyage aux États-Unis. C'était après le bac en fait. J'avais commencé une fac d'histoire. Ça m'avait pas vraiment plu, donc j'avais décroché. J'avais un peu glandouillé pendant quelques mois et puis j'étais parti retrouver un pote aux États-Unis qui lui s'était mis un peu à la photo et puis c'est un peu comme ça que j'y ai pris goût. Et en fait, c'est pas simplement que j'ai pris goût, c'est que j'ai vraiment eu une révélation, je pense. J'avais un peu cette impression d'avoir trouvé ma forme. Et donc, dès ce moment-là, je me suis plongé dedans et c'est vraiment plus qu'une passion, hein, c'est un mode de vie, c'est une obsession, c'est beaucoup de choses. Et ton premier photoreportage, c'était où ? Quand j'étais en école de journalisme, je suis parti. Donc j'étais en école, mais j'étais en alternance. Donc je travaillais et j'avais donc une période de vacances. Je pouvais prendre un mois de vacances dans l'année et donc je partais chaque fois. Je suis allé en mer Noire et c'était un peu mon premier projet photo d'aller un peu documenter cette contrée qui était pas très connue. Je pense que c'était pas non plus anodin, c'est-à-dire que je suis aussi attiré par ces zones qui sont moins connues, en tout cas dont j'ai peu d'informations, que ce soit la mer Noire, que ce soit l'Asie centrale et d'autres destinations. Donc ça a fait partie de ce processus. C'était très formateur. Et donc ça a été un premier projet, mais que je dirais plus initiatique. Et à la suite de ça, donc quand j'ai été diplômé en 2010, je suis parti à cheval sur 2010-2011 au Sri Lanka. Et là, ça a été, je pense, vraiment ma première expérience de terrain où je partais dans l'idée de ramener des reportages pour les vendre ensuite à la presse. Alors, je suis parti un peu je dirais pas la fleur au fusil parce que j'avais préparé le truc, mais j'avais pas de commande, j'avais aucune garantie de publication. Je suis parti 3-4 mois. C'était juste au lendemain de la guerre civile. Hein. Le Sri Lanka a connu l'une des plus longues guerres civiles de l'histoire contemporaine. Et donc j'arrivais à ce moment-là. J'ai fait un reportage sur les veuves de guerre tamoules et aussi, entre autres, et sur la ville de Jaffna, qui était le fief un peu de l'insurrection et la minorité tamoule de l'île, une ville qui avait été coupée du monde pendant quasiment 20 ans, qui était à nouveau accessible, enfin quand je dis accessible, par voie aérienne à bord d'un avion militaire. Donc c'était quand même un peu compliqué. Mais j'étais voilà, je pense un des premiers à revenir à Jaffna pour raconter un peu ce qui s'y passait. Et ça a été une expérience assez forte. Et pourquoi t'as été aimanté comme ça par le Sri Lanka ?
Je dirais pas que j'ai été aimanté par le Sri Lanka. C'était une opportunité, donc je l'ai saisie. Et par contre, effectivement, une fois sur place, quand on se donne le temps, les moyens de rester suffisamment de temps à un endroit, je pense que c'est ce qui en vaut vraiment la peine, hein, travailler dans la durée et aussi un peu dans la lenteur. On commence un peu à déchiffrer, à comprendre un peu plus les complexités d'une zone. Le Sri Lanka, ça a été à différents niveaux, ça a été très enrichissant et c'est vrai que ça reste une petite île qui ne fait pas forcément très souvent l'actualité, ou en tout cas quand on en parle, on a un peu, c'est souvent pour parler de ses belles plages ou de sa région d'été, alors qu'il y a toute une autre réalité de l'île, voilà, qui est beaucoup plus dure. Et c'était d'autant plus prenant que de rendre compte de ça, en fait. C'est-à-dire que sur place, j'ai été reçu par des gens notamment des confrères, des journalistes sri-lankais qui attendaient aussi en retour que je transmette un peu, que je me fasse émetteur de ce qui se passait sur place. Et ça, en fait, quand on se retrouve dans cette situation-là, et je pense que beaucoup de confrères le vivent, bah on prend pas ça à la légère. Donc on rentre chez nous avec vraiment chargé de cette mission de trouver une façon de raconter ce qui se passe. Alors c'est un peu décevant quand on a du mal à trouver des publications, justement parce que c'est le Sri Lanka, que c'est une petite île, que c'est très éloigné de la France. Tout ça est un peu compliqué. Mais on lâche pas, et ça fait partie du métier, en fait. Pas simplement de savoir faire des reportages, mais il faut savoir aussi les vendre. On nous l'enseigne pas forcément à l'école, mais c'est essentiel. Et tu le dis justement, tu as fait une école de journalisme, laquelle d'ailleurs, ça je serais curieuse de savoir. Et est-ce que c'est là que tu as appris la photographie, ou tu dirais que tu as plutôt appris la photographie sur le tas? J'ai fait l'ESJ Lille Pro, donc c'est la formation en alternance rattachée à l'école de Lille. J'avais tenté les écoles, mais j'étais allé un petit peu par curiosité et pas du tout préparé, donc sans aucune chance de réussir. Mais surtout, j'avais envie de travailler tout de suite. Je voulais être sur le terrain. Je sortais de 4 années à la Sorbonne et j'en avais marre un peu d'être assis, d'être les fesses sur un banc. Donc c'était une solution parfaite pour moi d'intégrer ce cursus où j'étais à la fois en rédaction et par moments à l'école, avec de très bons intervenants. Alors pour la petite histoire, aujourd'hui, je suis devenu intervenant dans cette école, entre autres, parmi d'autres établissements. Donc ça aussi, c'était pour moi un bel aboutissement, je veux dire, 10 ans plus tard, de devenir intervenant. La photographie, non, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris sur le tas. Alors au début, je revendiquais ça. C'est-à-dire, je voulais pas faire une école, je voulais pas être formaté, j'avais peur d'être formaté, en fait. Et j'estimais que c'était un médium, un métier qui avait été pendant des années et des années fait par de très très grands photographes qui n'avaient jamais fait d'école, donc je voyais pas pourquoi est-ce que c'était indispensable. Voilà. Aujourd'hui, si je devais me poser la question, j'y réfléchirais à 2 fois, parce que c'est quand même un métier qui requiert une certaine technique. Alors pas pour le reportage, mais je dirais pour tout ce qui va être de la photographie plus plasticienne, voilà, partir sur d'autres champs qui m'intéressent également. C'est vrai que avoir une petite mise à jour technique sur certaines choses, ça peut toujours servir. Mais pour ce qui est du cœur même du métier de photojournaliste, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir fait une formation en journalisme, ce qui est souvent pas le cas des photojournalistes. Ils sont plutôt photographes avant d'être journalistes. Donc voilà. Sri Lanka 2011, s'en sont suivis une dizaine d'années d'un mode de vie très nomade où tu as multiplié les reportages. Où ça, par exemple? Est-ce qu'il y en a un en particulier, ou est-ce que tu as une obsession ou un projet qui te travaille particulièrement? Alors c'est vrai qu'au début j'avais un peu cette fringale, je voulais un peu multiplier les déplacements, les voyages. Je pense que ça fait partie des erreurs de jeunesse, mais c'était nécessaire de passer par là. En 2013, je me suis arrêté, j'ai fait un premier voyage en Iran, et ça a été pour moi une révélation, et surtout au niveau professionnel, où j'ai compris que c'était un pays, au-delà des 2-3 mois que j'avais passé sur place, qu'il fallait que j'y retourne.
vraiment pour arriver à en rapporter quelque chose de cohérent et de pertinent. Donc à ce moment-là, je me suis vraiment attaché à ce pays. Je suis retourné plusieurs fois, je continue d'y retourner. J'ai eu donc une prédilection pour cette zone-là, ainsi que l'Asie centrale. Et je travaille alors en commande, évidemment, avec des magazines qui m'envoient à droite et à gauche, mais j'ai aussi depuis 2-3 ans l'envie davantage de travailler en France parce qu'il se passe des choses extraordinaires, extraordinairement complexes aussi dans notre pays. Et donc j'estime avoir aussi peut-être parfois même plus de légitimité à être ici et à les raconter. C'est un peu une question qui se pose aujourd'hui, je pense, et pas qu'aujourd'hui, mais depuis un moment, j'ai des confrères qui ont fait ce choix de ne pas voyager, de ne pas partir à l'autre bout du monde parce qu'ils estiment ne pas être en mesure forcément de faire leur métier aussi bien que d'autres qui eux sont sur place. Et c'est vrai que c'est une question à se poser. Je pense qu'on a un peu arrêté avec cette tradition d'envoyer des photographes occidentaux aux quatre coins du monde pour rapporter des histoires. On va plutôt chercher des gens sur place et je pense que c'est une très bonne chose. Et donc, étant français, européen, j'ai aussi envie j'ai déjà commencé, mais j'ai envie de développer cette activité aussi dans mon pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint le collectif Item en 2016. Le collectif Item qui a 20 ans cette année, c'est pas un collectif tout jeune, qui est composé d'une dizaine de photographes qui ont un petit peu mon profil, mais pas que. Il y a un petit peu de tout et on est vraiment attaché à ce travail de terrain où la photographie nous sert à la fois pour raconter des histoires, problématiser des choses, mais c'est aussi un outil pédagogique. Donc on est de plus en plus tourné vers l'éducation à l'image et amener des publics qui n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer comme nous en tout cas de les amener à le faire à travers avec l'appareil photo. Est-ce que la pandémie ça va dans ce sens-là aussi? Est-ce que tu crois pas que ça va encourager les photographes à faire davantage de reportages locaux? Je l'espère. Ouais, je l'espère. Je pense qu'on a tous pris conscience de pas mal de choses pendant cette période. Et s'il y a bien quelque chose de positif à tirer de cette pandémie, c'est ça en fait. On a un petit peu revu certains d'entre nous, on a un petit peu revu nos modes de vie, nos modes de consommer, de voyager, d'appréhender le monde et le rapport à la nature, entre autres. Et je pense que c'est un peu pareil au niveau de notre profession de photojournaliste, de journaliste, à savoir s'ancrer davantage sur le territoire. Mais ce qui est déjà le cas, je pense que cette image du reporter, du photoreporter qui part aux quatre coins du monde, elle est plus vraiment, elle n'existe pas vraiment, elle n'existe plus. Il y a certaines personnes qui le font, mais c'est une minorité de confrères, dont je fais encore partie, mais cette époque où on partait tous les mois, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, hormis peut-être quelques personnes, ça se compte, je pense, sur les doigts d'une main. Donc la réalité du journaliste aujourd'hui, elle se fait plutôt à l'échelle locale, nationale, mais ou locale en tout cas. Et toi, ça va faire quelques mois maintenant que tu t'es ancré à Marseille. Pourquoi la cité phocéenne ? Alors toujours dans cette idée de voyage, si je puis dire, c'est-à-dire je voulais continuer à voyager, mais sans aller forcément prendre l'avion. Et Marseille, c'était un peu la ville qui rassemblait toutes ces possibilités-là, parce que c'est plus qu'une ville, c'est un peu un monde. Donc à la croisée de carrefour de plusieurs cultures, c'est une ville avec un très fort potentiel qui n'a pas été toujours très bien menée, mais je dirais même qu'elle a été mal menée. Mais je pense qu'aussi je suis arrivé à un bon moment avec la fin d'une époque politique, le début peut-être d'une nouvelle, en tout cas on l'espère. Et c'est une ville qui ne cesse de m'émerveiller au quotidien. Encore une fois, c'est une ville qui présente des aspérités. Il y a rien de parfait, mais en tout cas, les projets sont multiples et puis la mer, quoi. La mer, descendre de chez moi et prendre mon vélo et être au Vieux-Port en 5 minutes, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que ça fait du bien.
Et est-ce que tu envisages justement de faire des reportages plus locaux autour de chez toi, autour de la Méditerranée, par exemple? Alors oui, effectivement, la Méditerranée, c'est quelque chose qui m'appelle pas mal. Alors il y a aussi il y a cette correspondance avec enfin, Marseille, hein, particulièrement avec Alger. Donc j'envisage peut-être un jour de travailler autour de ça. Il y a aussi à Marseille, donc tout le monde connaît, enfin les gens connaissent plutôt bien le parc des Calanques. Voilà, c'est connu, c'est une destination très prisée. De l'autre côté, il y a la Côte Bleue qui est un endroit tout à fait différent, très beau par ailleurs, mais qui a aussi été un petit peu abîmé par l'industrie, enfin même fortement abîmé, hein, on va pas se le cacher, qui est un endroit habité, qui présente pas mal voilà, de diversité et qui m'attire aussi beaucoup. Donc, je pense que je vais profiter de la réouverture de la ligne du petit train de la Côte Bleue pour aller y traîner mon appareil photo et commencer à problématiser un petit peu ce territoire et voir ce qu'il est possible d'en faire. On a hâte de voir ça. Et pourquoi pas dans Géo, mais je ne veux pas m'avancer. J'en viens à une question nombriliste de l'extrême. Est-ce que tu entretiens un lien particulier avec le magazine Géo? Tu veux savoir si j'ai des vieux magazines Géo chez mes grands-parents? Absolument. La réponse est oui, allez, soyons honnêtes. Géo, ça fait quand même partie de ces quelques magazines, et c'est pas le seul, mais c'est quelques magazines qui ont fait rêver des générations, que ce soit des générations de lecteurs ou de journalistes, hein. Et donc on est toujours très content quand on a une publication chez Géo. Faut pas se mentir. On a quand même la chance en France, je parle là en tant que journaliste, d'avoir une presse qui est riche, où on peut en tant qu'indépendant frapper à plusieurs portes, même avec un sujet, on sait qu'on peut se le faire refuser, 90% de chances de se faire refuser, mais qu'on peut toujours aller voir ailleurs. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi rassurant. Je pense à mes confrères qui sont confrères américains, par exemple. C'est pas vraiment ça. Ils ont quelques magazines, quelques grands titres, on va dire, que tout le monde connaît, mais au-delà de ces titres-là, c'est un peu le désert. Donc on a cette chance-là en France, et Géo fait partie de ces revues qui donnent la place, qui font la part belle au texte et à l'image. Donc oui, ravi. Et je rappelle qu'on peut découvrir tes photos de l'oasis de Siwa en Égypte dans le magazine Géo de mai 2021 et sur notre site géo.fr, ainsi que sur ton propre site, Jérémy Swicker, et sur celui de ton collectif, le collectif Item, dont tu disais un mot tout à l'heure. C'est le moment Parcoursup de cet entretien. Qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune photographe qui voudrait faire de la photographie documentaire comme toi aujourd'hui? Une question pas facile, parce qu'il y aurait beaucoup de choses. Je pense que déjà en termes de formation, c'est toujours intéressant d'avoir une formation autre que de la photographie quand on veut se lancer dans ce métier. Que ce soit, voilà, ça peut être tout, hein, ça peut être formation sciences sociales, ça peut être tout type de formation, mais en tout cas d'avoir un double bagage, parce qu'on voit les choses différemment. Et je pense que ça sera toujours une richesse. Ne pas se contenter de ses connaissances photographiques, enfin, si je puis dire. Ça, c'est une chose. Après, ouais, de se passionner, de s'intéresser pour peut-être aussi une zone ou une problématique. C'est plus un enjeu, une problématique. Parce qu'encore une fois, cette époque, ce que je disais, c'est que pour moi, c'est révolu, cette époque où on partait aux quatre coins du monde, on papillonnait d'un sujet à l'autre. Ça a moins de sens aujourd'hui. C'est plus trop ce qu'on demande aussi, c'est plus ce qui est recherché, je veux dire. Donc moi, j'encourage vraiment les gens qui veulent se lancer dans ce métier à déjà se poser la question de pourquoi ils le font, évidemment, mais à réfléchir en termes d'enjeux qu'ils voudraient aborder, soit des enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, politiques, mais voilà, avoir une vraie spécificité, quoi. C'est ce qui, je pense, permet aux photographes de se distinguer des autres. Ce serait ma recommandation. Après, voilà, sinon d'avoir toujours cet esprit de curiosité, cet esprit d'ouverture, ne pas se retrouver un petit peu dans une zone de confort, voilà. Ne pas chercher le confort. Si on cherche le confort, c'est en général pas bon signe. Donc c'est un métier qui, enfin moi,
j'ai passé 10 ans voilà, à barouder, mais c'était quand même aussi des années de sacrifice, hein. Donc des années où j'avais pas forcément mon chez moi. Et alors ça me convenait parfaitement, mais c'était pas toujours facile. Et c'est des choix en fait. C'est des choix que j'ai faits et je pense que c'est des choix qu'il faut être prêt à faire. J'en viens à quelques questions qui appellent des réponses courtes. Je voudrais qu'on parle brièvement de ton matos. Tu bosses avec quel appareil ? J'en ai plusieurs, mais je fais partie de ces photographes qui un peu snob, qui bossent au Leica. Non, mais plus sérieusement, oui, j'ai effectivement longtemps travaillé en Nikon et je suis passé chez Leica en 2015. Alors parce que j'avais aussi l'expérience chez eux à l'époque de l'argentique, j'aimais bien ça et j'avais un peu envie de retrouver cette sensation de travailler quelque chose de discret, d'assez organique, avec pas trop de boutons. C'est ce qui me plaît chez Leica. Après, au-delà de la marque, je pense que c'était pas forcément plus intéressant, mais ce qui peut être aussi intéressant, pardon, c'est les optiques. Je pense que ce qui fait aussi l'écriture, c'est effectivement le choix du matériel, mais c'est surtout les optiques qu'on va utiliser. Moi, en l'occurrence, je travaillais pas mal, essentiellement au 35 et au 50 mm. Donc, j'utilise le 35 pour tout ce qui va être image, reportage, et mon 50 pour les portraits et les paysages. Voilà, grosso modo, c'est assez simple. J'essaie de faire au plus simple possible, et c'est ce qui en général fonctionne le mieux parce qu'on est entre guillemets débarrassé de ces questions-là, et puis après c'est juste son œil et son cœur. Les optiques, c'était ma deuxième question. Tu y as répondu, c'est parfait. Est-ce que tu es plutôt couleur ou noir et blanc ? Je suis, à mon grand regret, bien meilleur en couleur qu'en noir et blanc. J'aurais voulu vraiment être les deux. Donc, on est toujours d'une lecture de portfolio avec une éditrice photo d'une revue, d'une belle revue, une personne qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui disait les choses très cash, et c'est aussi pour ça qu'on l'appréciait, et qui tout de suite m'a dit faut que t'arrêtes le noir et blanc. T'es vraiment bien meilleur en couleur. Voilà. Donc ça. Est-ce que tu utilises un monopode, un trépied ou rien de tout ça ? Je travaille essentiellement à main levée, donc c'est effectivement, comme je disais, petit appareil photo, donc plutôt léger, donc à main levée. Après, ça m'arrive pour certains projets de travailler au trépied qui nécessitent des temps de pause un peu longues, notamment ce que j'ai fait au Caire, sur le cimetière du Caire, sur la nécropole Al Arafat, où là effectivement je voulais une ambiance très particulière, puisque c'était essentiellement des photos prises de nuit, dans un endroit presque dépourvu d'électricité, donc j'avais pas le choix, et donc là c'était effectivement sur trépied. Qu'on peut découvrir, on va les citer, chez nos confrères du Figaro Magazine. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter ? J'ai hâte d'être au prochain reportage pour Géo. Ah ben nous aussi Jérémy. Merci Jérémy Suiker d'avoir participé au podcast Géo Retour de terrain. Géo ne serait pas Géo sans des énergumènes de ton espèce. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques, même à distance, et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires et à nous laisser plein d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.